Bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire, donc l'intelligence artificielle dans l'éducation, quelques exemples issus de la recherche, qui est organisé donc par l'atelier Canopé 972 de Martinique et ClassCode, représenté ici par Bastien Mas. Ce webinaire est animé par Colin de la Higuera de la chaîne UNESCO Ressources éducatives libres. Et merci Colin d'avoir accepté notre invitation. Je vais me présenter rapidement. Et après, je laisserai la parole à Bastien, puis à notre intervenant, Colin de la Higuera. Donc, je suis Stéphanie Noirpoudre, médiatrice à l'atelier Canopé site de Martinique. Pour ceux qui ne connaissent pas Canopé, c'est un réseau de création et d'accompagnement pédagogique, anciennement CRDP. C'est un établissement public dépendant du ministère de l'Éducation nationale français. C'est un éditeur de ressources pédagogiques et nous proposons également des accompagnements pédagogiques, des formations, des prêts de matériel. C'est national, donc vous avez un atelier Canopé dans votre région. Donc voilà, je laisse Bastien, si tu veux bien te présenter, s'il te plaît. Oui, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Donc effectivement, voilà, deuxième webinaire dans le cadre des ateliers qui sont proposés avec Canopé, cette fois-ci aussi soutenu par les dames des académies de Versailles et de Nantes. Donc on a proposé ces ateliers aussi en lien avec le MOOC ClassCode. Donc moi je travaille à l'université de Nantes avec Colin dans la chaire ressources éducatives libres et intelligence artificielle. Et je suis également administrateur de l'association ClassCode, donc qui a depuis le mois de mars proposé un MOOC en ligne pour justement comprendre un petit peu ce que c'était que l'intelligence artificielle et commencer à le penser dans un cadre d'éducation. Donc c'est un peu ce dont on va vous parler aujourd'hui, avec un axe qui sera plus recherche, donc vraiment avec des liens de la recherche telle qu'on la mène aujourd'hui à l'université de Nantes. Donc ce sera peut-être un petit peu plus technique que la semaine dernière pour ceux qui étaient présents, mais ça va vous donner en tout cas un contexte concret pour pouvoir attacher ces outils et ces concepts. Et puis pour ceux qui n'ont pas démarré le MOOC, vous pouvez toujours aller retrouver les informations, les concepts fondamentaux et aussi des idées d'activités et d'ateliers sur le MOOC ClassCode sur Fun, dont je remettrai le lien dans le chat. Donc je m'occuperai de prendre les questions sur cette session, donc n'hésitez pas à mettre les questions dans le chat et on fera des petites pauses régulièrement à chaque partie et je pourrai faire le retour à Colin pour éclaircir les choses au fur et à mesure. Donc si c'est clair pour tout le monde d'ailleurs, je vais laisser la parole à Colin. Bonjour, donc je pars de l'idée qu'on m'entend. Pas de réaction, donc ça doit être bon. Ok, donc bonjour, je suis à Nantes, je suis en train de sortir du confinement, ça se voit à la longueur des cheveux. Je vais basculer sur mes slides dans 2 secondes, puis je vous retrouverai peut-être au moment des questions si j'arrive à faire les bascules entre les transparents et et puis la vidéo. Donc ça, c'est le moment où je me contente de faire ça. Et puis où je lui dis que maintenant, je veux pouvoir passer en diaporama. Ok, donc ce qu'on m'a demandé de faire, c'est de parler d'intelligence artificielle, bien entendu, de parler d'une application particulière de l'intelligence artificielle qui est l'IA pour l'éducation. Donc, on en sort. On a été pendant 2 mois en train de voir l'influence du numérique pour l'éducation. Et la question, c'est est-ce qu'il y a eu des choses qui, sur ces 2 mois, ont eu une influence? Est-ce que l'IA, on peut commencer à la revoir utiliser pour ce genre de choses ou pas? Donc, que dire de ça? Mauvaise qualité du réseau, j'espère que c'est juste rien. Donc, si je continue, attendez, tac. Donc voilà, donc le plan de l'exposé, c'est un plan en 6 parties, sachant que j'ai 2 parties importantes et 3-4 parties un petit peu plus simples. Je vais vous raconter un projet et je vais vous raconter un peu pourquoi est-ce qu'on a envie d'utiliser l'IA pour l'éducation. Je vais parler du projet X-Syngon, qui est celui qui sous-tend les projets de recherche ou les travaux de recherche qu'on est en train de faire là-dessus. C'est un projet européen, donc quand Bastien disait Nantes, en fait c'est Nantes avec plusieurs autres universités en Europe qui travaillent.
Et puis, on va essayer de se demander, finalement, comment est-ce qu'on passe d'un truc qui n'a pas grand-chose à voir, qui est l'éducation, à l'intelligence artificielle et donc à des solutions numériques. Et on va décomposer petit à petit les étapes. C'est-à-dire, on va partir d'un cours et puis on va se demander comment est-ce que maintenant j'ai des algorithmes, des programmes qui vont manipuler des cours comme si c'était des vecteurs, comme si c'était des chaînes de caractères, comme si c'était des choses comme ça. Et donc le but, c'est d'arriver à enrichir la représentation, partir d'une représentation donnée pour arriver à autre chose. Donc, imaginons, alors ouais, bon, ma machine devient un petit peu folle là-dessus, je ne sais pas, on va faire comme ça. Donc, imaginons un projet très ambitieux. Donc, les données du problème sont les suivantes. Il y a de plus en plus de cours en ligne, ça on le sait tous, il y a toutes les langues qui ont la même caractéristique, donc ce n'est pas que quelque chose de français, et puis on a de plus en plus accès au numérique. Il y a des smartphones, il y a des ordinateurs, on l'a vu sur ces jours-ci, c'est inégal, il y a des gens qui ont accès et d'autres qui n'ont pas accès, mais ça existe. Et donc, on a envie de s'intéresser à ça. Alors, qui a envie de s'intéresser à ça? Des pays comme la France, ça c'est clair, des pays, on va dire, plutôt riches, mais aussi des pays dans lesquels on manque cruellement d'enseignants. Et donc, sur lesquels on n'a peut-être pas d'enseignants, on n'a peut-être pas de bouquins, mais bizarrement, il y a des téléphones portables, il y a quand même des solutions numériques. Et donc, peut-être est-ce qu'on peut utiliser le numérique, à condition d'avoir les algorithmes qui vont bien, les algorithmes d'intelligence artificielle, pour pouvoir faire et ça, on voit depuis quelques semaines que le besoin, il existait, on ne l'avait peut-être pas assez vu, et là, il est clair sur ces quelques semaines, on a tous des expériences différentes d'avoir vécu l'enseignement à distance, mais de là à ne pas voir qu'il y a des sacrés progrès à faire, c'est un peu compliqué. Alors, juste donner une petite déclaration de quelqu'un qui s'appelle Catherine Mongenet, qui est la directrice de FunMOOC. Donc, FunMOOC, c'est le groupement d'intérêt public qui, aujourd'hui, gère la grande plateforme de MOOC, celle sur laquelle, justement, est le MOOC de ClassCode IAI. Et donc, elle dit que peut-être que les cours d'amphi qu'on connaissait jusqu'à maintenant, il va falloir plutôt les remplacer par des cours d'autres choses, des cours qui auraient été enregistrés une bonne fois pour toutes, bien fichus, et que ce sera peut-être une bonne solution. Donc c'est juste donner l'idée que, oui, que c'est pour rester, qu'on va quand même continuer à travailler sur ces choses-là. J'ai plus la main, tac. Alors, attendez, voilà. Alors, des conditions techniques qui ont changé. Donc, ça, je voulais juste rappeler. Il y a de plus en plus de smartphones. Il y a Internet presque partout. Et quand je dis presque partout, voilà deux exemples, l'Afrique et l'Inde, sur lesquels il y a une augmentation en nombre, en quantité, en qualité. Alors, il n'y a pas de l'Internet partout, mais il y a des solutions. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'IA pour l'éducation, justement sur ces continents-là, parce que les problèmes sont très différents des nôtres, mais les besoins sont aussi très différents, mais ils sont absolument énormes. Et donc, des solutions commencent à exister, puisque on commence à voir arriver des artefacts techniques qui vont permettre de faire fonctionner ça. Et pourtant, donc une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'il existait un besoin, qu'il y a plutôt les éléments pour pouvoir y arriver, donc des smartphones, des ordinateurs, Internet, mais pourtant, ça ne marche pas si bien que ça. Alors, ça ne marche pas, on a tous nos expériences, on a sans doute tous des explications de pourquoi ça ne marche pas, mais si je donne non pas une explication, mais un manque qui, pour moi, semble clair, c'est le manque sur lequel, aujourd'hui, trouver l'information est très difficile. Je peux trouver de l'information si on me l'envoie, si on me dit tiens, il faut que tu regardes ça, ça et ça. C'est-à-dire que, effectivement, si je compte sur le ministère, par exemple, ou sur Canapé, pour me dire tiens, prends exactement ces ressources-là, alors qu'il y a sans doute énormément de ressources accessibles ailleurs, des cours qui ont été conçus par d'autres enseignants et que j'aimerais bien pouvoir y accéder. Et enfin, j'ai cette impression un petit peu désagréable que les ressources un peu professionnelles sont peut-être dans une autre langue et sur un autre continent, et ce serait dommage que des ressources de grande qualité existent en France et que je ne les vois pas. Donc comment est-ce que je pourrais essayer d'en trouver? Et enfin, supposons un vrai rêve où je voudrais avoir non pas juste une ressource, mais je veux me construire un parcours d'apprentissage, donc j'ai un objectif, je veux devenir médecin, et qu'est-ce que j'ai intérêt à regarder? Dans quel ordre? Comment est-ce que je fais pour me former? Alors bien sûr, je peux m'inscrire, mais avec toutes les ressources qui existent, est-ce que je ne pourrais pas faire ça avec l'aide d'un coach, avec l'aide d'un algorithme qui pourrait m'aider à trouver le chemin
dans le matériel pédagogique qui existe un peu partout. Donc imaginons qu'il y ait une réponse à ça et que cette réponse, c'est que je puisse justement interroger le web et demander un cours et que avec quelques informations, le cours sera adapté à mon cursus. Je suis plutôt en licence, je suis plutôt en master, je suis plutôt lycéen, à ma langue, parce que j'ai envie d'avoir le cours dans la langue qui m'intéresse, même si le cours au début n'avait peut-être pas été écrit dans ma langue. Je veux que ce soit bien sûr lié à mon niveau, à mon ambition, à la quantité d'heures que je veux mettre dedans, etc., etc. Donc j'aimerais pouvoir finalement trouver toutes ces informations-là qui, d'une certaine manière, existent, simplement elles doivent être cachées quelque part. Et imaginons, soyons un peu fous, que plutôt que de dire je veux juste un cours, c'est propose-moi une suite de cours qui permettent d'arriver à un résultat, mais pas une suite de cours qui serait déjà inscrite inscrite dans le marbre, où quelqu'un aurait dit regarde d'abord ça, puis ça, puis ça, mais qui serait calculée à la volée en fonction de mes propres ambitions. Donc, encore une fois, qui serait adapté à mon cursus, à ma langue, à mon niveau, à mon ambition, etc., etc. Et donc, soyons complètement fous. Et puis, en plus, je veux le beurre et l'argent du beurre. Je voudrais faire ça sans payer. Bon, je voudrais faire ça sans payer. Pourquoi? Parce que finalement, ces cours, ils existent déjà. Donc, je n'ai pas nécessairement besoin de passer par une plateforme payante pour avoir accès à des objets qui existent déjà, puisqu'ils ont été construits par des enseignants comme vous qui assistez et qui ont partagé avec leurs étudiants. Simplement, ils sont allés un peu plus loin. Au lieu de partager que avec leurs étudiants, ils se sont dit je partage avec tous ceux qui veulent l'utiliser parce que j'ai le droit de le faire et puis parce que finalement, c'est un matériel pédagogique que j'estime de qualité, que j'ai envie de remettre à disposition. Donc, si les données, si le matériel pédagogique est gratuit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, d'une certaine manière, avoir accès à cette connaissance, avoir accès à cette information de façon gratuite? Alors, il faudrait quoi pour y arriver? Il faudrait des datas, il faudrait ces cours. Et alors, en fait, ces cours, ils existent déjà. C'est ce qu'on appelle des ressources éducatives libres. Donc, les ressources éducatives libres, vous avez sans doute déjà vu les licences Creative Commons. Ce sont souvent elles qui viennent nous dire que tel ou tel cours, je peux le regarder gratuitement, mais je peux aussi le reprendre et le réutiliser gratuitement avec mes propres étudiants. Et je peux même le manipuler, je peux changer des choses dedans, rajouter mes propres transparents, à condition bien sûr de citer l'auteur. Et je peux, selon les cas, même éventuellement gagner de l'argent ou pas, ça dépendra de la licence qu'on va utiliser. Donc les ressources éducatives libres, c'est un concept qui existe déjà depuis une quinzaine d'années, il y en a de plus en plus, et il y a eu juste en novembre dernier une recommandation mondiale qui a été adoptée à l'UNESCO pour que l'ensemble des pays signataires, dont bien sûr la France, s'engagent dans cette direction-là, un peu comme on s'engage en direction du logiciel libre ou de la science ouverte, donc donner accès au plus grand nombre à des ressources éducatives qui seraient de qualité. Mais ça ne suffit pas simplement d'avoir les ressources, puisqu'elles existent déjà. Je dis, il y a déjà probablement des millions de cours en ligne gratuits sur Internet. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir les organiser, donc trouver des informations, trouver par exemple combien de temps il me faudrait pour comprendre tel ou tel cours. Est-ce que je peux avoir facilement comme ça un résumé d'un cours parce que je n'ai pas envie de regarder le cours et de me rendre compte que ce n'était pas ça que je voulais regarder? Quels sont les thèmes de ce cours? Est-ce que je peux savoir de quoi il en résulte? Est-ce que je peux vite trouver ces informations-là parce que je n'ai pas envie de regarder, ça va être beaucoup trop long de tout regarder? Quels sont les concepts? Qu'est-ce que j'aurais eu intérêt à regarder avant? Qu'est-ce que je saurai après? Et donc, est-ce que ça va me permettre peut-être d'avoir accès à une formation qui pourrait être diplômante ou qui pourra me donner des badges? Donc, j'ai d'autres questions qui sont un peu liées, qui sont, est-ce que si je regarde deux cours, lequel j'ai intérêt à regarder? Peut-être que les deux cours qui existent et qu'on voit là en ce moment sur ce slide, est-ce qu'ils parlent tous les deux de la même chose? Alors, notez qu'il y en a un qui est un PDF, celui de droite, et puis un autre qui est une vidéo. Donc, c'est un extrait de vidéo. Il y en a un qui est en anglais et l'autre qui est en français. Donc, est-ce que je peux avoir cette information rapidement par un algorithme qui me permettrait de dire oui, en fait, finalement, ces deux cours, même s'ils sont dans des langues différentes, même s'ils sont sur des modalités différentes, sur des plateformes différentes, en fait, ils parlent de la même chose. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on veut essayer de résoudre, parce qu'une fois qu'on a résolu ça, d'accord, on va pouvoir aller plus loin. Donc, on veut résoudre des problèmes qu'on pourrait appeler presque des problèmes de topologie.
Alors ça, c'est pour les plus matheux. Ça veut dire que j'ai envie d'organiser l'information. Donc de dire que les cours, ce sont des points dans un espace. Et ce que je veux, c'est pouvoir dire que il y a des indices, il y a des scores de difficulté, des scores de qualité associés à des cours. J'ai des scores sur l'investissement nécessaire, le temps qu'il va me falloir pour accéder à un cours. Et puis, est-ce que je peux dire si deux cours sont proches thématiquement ou si deux cours sont au contraire en train de parler de choses très, très éloignées? Et enfin, est-ce que je peux les ordonner? C'est-à-dire dire, parmi ces deux-là, dans quel ordre est-ce que j'ai intérêt à les regarder? Alors tout ça, c'est des activités clairement intelligentes. C'est-à-dire que vous êtes des enseignants, ça fait typiquement partie de votre métier, de notre métier, que d'être capable de regarder des cours et de dire, ah bah tiens, moi je ferais plutôt ce cours-là avant celui-là. Donc c'est ce genre de questions-là qu'on aimerait essayer de résoudre. Pourquoi? Parce que si je sais résoudre ces questions, je sais faire des choses encore plus compliquées. Je sais faire de la recherche d'informations, c'est-à-dire je peux maintenant dire, tiens, trouve-moi un cours qui parlerait d'intelligence artificielle. Je sais faire de la recommandation, c'est-à-dire j'ai vu un certain nombre de cours que j'ai bien aimés. Est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient un peu similaires? D'accord? Ou voilà le style d'apprentissage que j'aime bien les cours qui sont construits comme ça. Est-ce que je pourrais en trouver d'autres? Je peux faire du pilotage. Faire du pilotage, c'est commencer à trouver un chemin d'apprentissage. Je peux mesurer des choses, quantifier, et je peux organiser un réseau social, c'est-à-dire travailler peut-être avec d'autres enseignants pour regarder ensemble un cours ou préparer un cours ensemble et donc participer à un écosystème dans lequel je vais rajouter de nouveaux cours, de nouvelles informations. Alors comment on fait pour faire ça? Donc imaginons, on a toutes ces datas et que d'une certaine manière, ces datas, on les organise. Certes, on va faire une plateforme web et on peut se retrouver globalement, je suis arrivé à la conclusion, avec à peu près 5 grandes idées, dont 4 sont très IA et une autre n'est pas IA du tout. Donc l'option 0, c'est l'IA, c'est l'option pas du tout IA. C'est, très bien, on va demander à chaque prof qui conçoit son cours de remplir des métadatas. Alors, vous avez peut-être déjà eu à remplir des fichiers de métadatas. On vous dit, très bien, il faut remplir à côté toute une série de documents qui vont dire explicitement quelle est la longueur de votre cours, de quoi il parle, quels sont les mots-clés, quel est le niveau requis, quels sont les antécédents. Enfin, il y a toutes sortes d'informations qu'on va rentrer dans des métadatas. Donc ça a été un espèce de doux rêve bureaucratique de l'Internet que de croire que les gens allaient faire des métadatas avec toutes sortes de problèmes, parce qu'une fois que plusieurs personnes ont fait des métadatas, certains sont d'accord, les métadatas sont même pas d'accord entre eux, il y a des formats différents, et puis bien entendu, la plupart des gens ne remplissent pas ça sérieusement. Donc, c'est, on va dire, l'option 0, celle qui avait lieu jusque-là. Il y a une deuxième option que j'ai appelée ici l'option 1, qui est celle du crowdsourcing. C'est vous faites une plateforme et vous vous débrouillez pour collecter les métadatas à partir des actions des utilisateurs. Donc les gens qui vont regarder les cours vont eux-mêmes, directement, indirectement, parce que vous organisez des scénarios, des jeux, toute une série de choses, c'est ces gens-là qui vont remplir l'information. Et vous allez devoir ensuite organiser cette information, la mettre dans des bases de données pour pouvoir la restituer et puis peut-être faire le système d'information, puis ensuite le moteur de recherche, le moteur de recommandation dont on parlait. Alors, dire que c'est du crowdsourcing, c'est pas juste dire je veux me reposer sur la communauté. Il va aussi y avoir beaucoup d'intelligence artificielle. Ça va être une intelligence artificielle pour gérer les agents conversationnels. Il va falloir des robots qui posent des questions, qui récupèrent les réponses, qui traduisent les réponses des gens pour pouvoir les mettre, en faire des bases de connaissances. Donc il y a une IA qui était une IA extrêmement importante dans les années 90, dans les années 2000, qui était cette IA de la connaissance dans laquelle le but c'est de trouver des façons de récupérer de l'information, de remplir cette information dans des bases de connaissances et pouvoir ensuite réinterroger cette information-là. Donc ça, c'est l'option crowdsourcing qui pourrait marcher ici. Vous auriez des cours, les gens donnent leur avis sur les cours et donc ensuite, si les gens mettent plein de pouces vers le haut, vous décidez qu'un cours, il est très bien et puis s'il y a des coups de pouce vers le bas, vous décidez que c'est un moins bon cours. La deuxième solution serait celle d'utiliser un système expert. Donc un système expert, on va aller un peu plus loin, on va écrire finalement un système, donc un programme informatique, qui va pouvoir répondre
aux questions qui nous intéressent. Donc ici, par exemple, ça peut être la qualité. Donc je vais écrire un programme. Donc voilà mon programme, il est vachement important. Et donc c'est un programme sur lequel je vais pouvoir donner une note à un cours. Donc on se met à la place d'experts humains et on va essayer d'écrire des programmes informatiques qui vont finalement jouer le rôle qu'on aimerait voir joué par un expert humain, sauf qu'on n'a pas l'expert humain. Alors donc ça a été très à la mode aussi à partir des années, on va dire des années 80, d'écrire des systèmes experts. Le problème, c'est que ça résulte souvent en millions de lignes de code. Et une fois que vous avez votre million de lignes de code, et ben, malgré tout, ensuite, remettre à jour la connaissance, changer des choses, c'est horriblement compliqué. Pour donner un exemple, la langue française, il y a eu des gens, des linguistes ou des linguistes informaticiens qui ont écrit des grammaires de la langue française et ont abouti à écrire je crois que c'est à peu près 50 000 règles. D'ailleurs, donc vous prenez le bled, c'est pas 50 000 règles, mais une fois qu'on veut vraiment écrire en tant que programme informatique, quelque chose qui serait capable de donner une grammaire à peu près correcte du français, vous aboutiriez à ça, écrit à la main par une seule personne. Donc voilà, donc ça c'est la solution numéro 2, c'est le système expert. Enfin, la numéro 3, puisque j'avais une solution qui s'appelait le 0. Donc là, on va arriver sur le machine learning. Le machine learning, c'est l'apprentissage automatique, c'est la grande technologie qui est derrière l'IA en ce moment, c'est-à-dire c'est la capacité pour la machine d'apprendre. Donc plutôt que d'écrire moi-même les règles à la main, je vais me débrouiller pour que la machine apprenne les règles. Alors pour que les machines apprennent les règles, il va falloir que je la nourrisse en information. Et l'information, il ne suffit pas que je lui donne les cours. Il va falloir que je lui donne les cours et que je précalcule pour elle un certain nombre d'attributs. Alors les attributs, c'est juste des valeurs associées à un cours. Donc par exemple, si j'avais envie de parler d'un cours, je pourrais calculer quelle est la longueur des mots. Donc avec des théories qui existent, qui disent que plus les mots sont longs et plus c'est compliqué. Donc une personne qui utiliserait des mots courts, son cours serait plus facile à comprendre et s'adresserait probablement à des enfants plus jeunes, pour donner un exemple. Donc je calcule ça, la longueur moyenne des mots, ça c'est quelque chose qu'on peut écrire en tant qu'algorithme, c'est pas très difficile. Je peux aussi faire la longueur des phrases, avoir des phrases très alambiquées ou des phrases très courtes. Je peux calculer sur un cours qui serait un document un papier, par exemple, ou un document avec des images, mais quel est le pourcentage de surface occupée par des images, par exemple, ou sur les slides. Je peux, si c'est une vidéo, avoir des indices qui me disent quelle est la tonalité de la voix. Est-ce que la personne parle avec une voix monocorde ou est-ce que la personne, au contraire, est en train de gaiement passer sur différents tons? Et ainsi de suite, on pourrait extraire toute une série les Anglais disent features, d'attributs, qui sont juste une façon de prendre mon cours et de lui associer toute une série de chiffres magiques. Et une fois que j'ai ces chiffres magiques, je peux faire ce qu'on appelle de l'apprentissage automatique, c'est-à-dire essayer d'apprendre une règle mathématique qui va en fait faire ce que j'essayais de faire sur le truc précédent, mais qui le ferait mathématiquement ici et qui dirait que, par exemple, si la longueur des mots multipliée par la longueur des phrases divisée par la surface des dessins est supérieure à 1,47, dire que c'est un cours très difficile. Voilà. Donc je peux faire des choses comme ça. Donc l'exemple qui est dessiné à droite sur ce slide, c'est un régresseur. Donc c'est effectivement le genre de courbe qu'on va réussir à apprendre à partir de data qui peuvent être des data de ce type-là. Et ensuite, on peut l'utiliser pour prendre un nouveau cours qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas classé, et pouvoir dire, celui-là, a priori, il est facile ou il est difficile, si c'était ça la tâche qui nous intéressait. C'est les grands trucs à la mode en ce moment, c'est ce qu'on appelle du deep learning, et donc l'apprentissage profond. Alors, il y a plein de caractéristiques pour cet apprentissage profond, mais peut-être que celle qui m'intéresse ici, c'est d'expliquer que la différence par rapport... Donc, le résultat va être la même chose, ça va être d'essayer d'apprendre là aussi des règles qui vont pouvoir être utilisées pour décider qu'un nouveau cours est facile, difficile, ou à telle ou telle propriété. Mais la différence, c'est que je ne vais pas passer par l'étape consistant à extraire des attributs.
D'accord ? Quand j'extrayais des attributs, c'est moi, humain, le concepteur, qui décidais qu'est-ce qui était important ou pas. Donc je décidais que la longueur des mots, par exemple, c'était probablement important. Alors en fait, le système, lui, allait pondérer et allait probablement corriger ou pas. Mais si j'oubliais de dire quelque chose d'important, eh ben, tant pis, ça allait pas apprendre très bien. Dans le deep learning, tout ce que je lui donne, c'est les fameux textes. Donc les textes, on va dire, j'ai les textes des cours, et je lui dis, ça, ce texte de cours, il est très bien, et celui-là, il est moins bien. Voilà, et donc je lui donne comme ça beaucoup, beaucoup de cours qui ont été étiquetés, soit par moi, soit parce que, on revient à l'idée du crowdsourcing qu'on avait avant, donc parce qu'il a été étiqueté par des gens. Et à ce moment-là, il va se passer un petit peu la même chose que dans l'exemple précédent, c'est-à-dire que chaque cours va être associé là aussi à des points, à des nombres réels, sauf que c'est plus moi qui choisis les attributs, c'est la machine. Et la machine ne les choisit pas en fonction de vérités qu'on connaît, comme par exemple la longueur des mots. Elle les choisit en fonction de dire, non, ça c'est la dimension 1, ça c'est la dimension 2, ça c'est la dimension 3, et ainsi de suite, souvent pour une centaine de dimensions, comme sur l'exemple qui est là. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai des points qui sont dans un espace, et j'ai un peu la topologie à laquelle je songeais tout à l'heure, c'est-à-dire que tous mes cours sont des points. C'est ce que je vois dans le dessin qui est là, où chacun des petits points est un cours. La couleur indique simplement la série à laquelle le point appartient, donc il y a des cours sur différents sujets. Et puis il y avait des numérotations sur les cours pour dire que ça c'était le premier de la série, le deuxième de la série, le troisième, et ainsi de suite. Et on est en train d'analyser en ce moment avec mon collègue Victor Cohn, on est en train d'analyser ce schéma parce qu'on retrouve, même si ça ne se voit pas comme ça à l'œil nu, parce que en fait c'est quand même une projection en 2D de quelque chose qui est en 100 dimensions. Mais on y voit les continuités, on voit qu'effectivement les cours d'un même sujet se retrouvent d'un certain côté de l'espace, que d'autres cours sont d'un autre côté, et puis que les numéros se suivent à peu près. Ce qui nous permet, à partir de ce moment-là, de réinterroger ce schéma-là, et en interrogeant le schéma, donc ces points qui sont juste des points dans un espace vectoriel, de savoir des choses sur les cours qui nous manquent. Voilà, donc ça c'était un petit peu mon introduction pour essayer de... Alors je ne sais pas si le mot va vous faire rêver. Derrière, il y a plein de questions d'éthique dont je n'ai pas encore tout à fait parlé, mais sur le côté, est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas les fameux les métiers d'enseignants qui vont disparaître? Mais sur le côté, si vous avez un problème éthique, mettez-vous à la place de tous ces pays au monde où on manque juste d'enseignants. D'accord? Il n'y a pas d'enseignants parce qu'il n'y en a pas, et sur lesquels on peut quand même essayer de voir ce qu'on peut faire pour apporter de la connaissance. Voilà, donc je crois que je dois basculer d'une façon ou d'une autre sur Bastien pour que Bastien me dise quelque chose. Oui, je peux te faire déjà remonter quelques questions. Vas-y. Par contre, m'entends, il y a de l'écho. Alors, j'enlève. Oui, donc il y avait une question qui portait justement sur le terme de cours. Du coup, si je retraduis un petit peu, le terme de cours peut être pas complètement adapté s'il y a de l'individuation, et du coup, est-ce qu'on parlerait quand même de cours? En gros, si on produisait quelque chose comme ça avec de l'IA sur cette matière qui est issue de cours, mais cette matière pédagogique, est-ce qu'on devrait toujours appeler ça un cours? Est-ce qu'on se base vraiment uniquement sur des cours complètement formés? Parce que là, tu évoquais aussi des textes, des vidéos. Donc, même si effectivement c'est une projection sur quelque chose vers lequel on tend, comment on devrait justement appeler ça? Parce que ce serait plus qu'un contenu qui serait reconstitué avec une IA. Oui, non, c'est une bonne question. La reconstitution finale, pour l'instant, très honnêtement, on en est aux essais empiriques, c'est-à-dire on en est à essayer de voir si on est capable de construire de cours, donc des séquences d'objets qui sont chacun d'entre eux une ressource éducative, donc des séquences de ressources éducatives qui permettent de faire deux choses. D'abord, de suivre une progression. Donc, il y a la notion de progression qui doit être capturée, et avec un objectif, c'est-à-dire l'objectif à atteindre, c'est
d'arriver à tel ou tel niveau. Ce qui veut dire qu'on serait capable aussi de mesurer ce tel ou tel niveau. Alors tout ça, c'est très très difficile. C'est ce qu'on appelle, bien sûr, c'est de la recherche. Donc, ce qu'on est capable de faire pour l'instant, c'est de faire de la progression. C'est-à-dire, si j'ai deux ressources éducatives, pour faire simple, un PDF et une vidéo qui parlent du même sujet, on est à peu près capable, avec des taux d'erreur, mais on est capable de dire, tiens, il vaut mieux regarder ça avant ça, parce que finalement, les concepts semblent plus simples ici que là. Maintenant, sur le tout, on n'en est pas encore là. On est effectivement, c'est un objectif. Ouais, d'ailleurs, complètement, François précise ça, justement sa pensée, c'est que effectivement, on sait que ce qui est important dans l'enseignement, et peut-être là, c'est aussi la différence entre l'enseignement universitaire et l'enseignement collège, lycée ou primaire, c'est qu'on ne parle pas que de TD ou de TP, c'est l'articulation dans les différentes activités d'apprentissage qui compte, justement, comment on fait du lien, comment on amène tout ça, et comment l'enseignant va mettre en valeur des contenus qui peuvent être, là, pour le coup, texte, vidéo, support, etc. Ok, donc là, c'est peut-être moi qui regrette de ne pas avoir passé, j'ai dû faire des choix, donc il y a des choses dont je n'ai pas parlé. Donc les ressources éducatives libres et qui est visé par ça. Donc c'est clair que les enfants, les ados, les lycéens, c'est pas eux la cible. La cible, en fait, c'est d'abord vous, les enseignants. C'est-à-dire que vous, comme moi, enseignant, on a de temps en temps des cours à préparer. Et pour préparer un cours, on va chercher du matériel pédagogique. Donc, ce matériel pédagogique qu'on va aller chercher, justement, une bonne idée peut être d'aller chercher des ressources éducatives libres, puisque ça fait partie des choses que je peux réutiliser ensuite. Ensuite, je peux reprendre les images, j'ai le droit ensuite de les diffuser, etc. etc. Donc j'ai envie de répondre oui. Le but n'est pas de créer un enseignant virtuel. Le but, c'est de donner une suite de ressources qui peut être utile par rapport à un objectif donné. Mais notre cible, c'est certainement pas ni les ados, ni les enfants. La cible, c'est soit vous, soit des gens déjà adultes et qui ont un objectif dans la vie de continuer à se former. Et pour continuer à se former ou à s'auto-former, est-ce qu'on peut leur proposer des séquences qui pourraient être un petit peu intéressantes? Donc, ce type de service serait donc destiné aux enseignants et pas aux apprenants. Les deux. D'accord, les enseignants sont des apprenants. Donc, les enseignants en premier lieu, parce qu'on a des cours à préparer et donc trouver des ressources et pouvoir les réorganiser, c'est un peu ça. Et puis ensuite, les apprenants, mais c'est surtout les apprenants qui sont aujourd'hui en train de se former, par exemple, sur un MOOC ou par exemple effectivement, sur Internet et qui sont quand même des gens qui ont déjà appris à apprendre. Je continue, Bastien? Ouais, vas-y. Tac, tac, tac. Hop, je reprends là. Très bien. Alors donc, le projet X5GON, dont le but c'est de faire entre autres ce genre de choses-là, c'est quoi? Donc le but c'est de construire cet objet-là, c'est-à-dire une espèce de pipeline, une suite qui va devoir faire beaucoup de choses. Donc si je vais de la gauche vers la droite, vers la gauche, c'est je dois pouvoir trouver ces ressources. Tout à l'heure, j'ai dit il y en a des millions probablement sur la planète. En fait, personne ne sait très bien parce que ces ressources sont un petit peu partout sur toutes sortes de plateformes. Il doit y en avoir sur les plateformes du ministère en France et donc sur les plateformes de ministères dans tous les pays. Il y en a sur des pages web d'universités, sur des pages web d'associations, etc., etc. Donc le but, c'est de faire de l'ingestion automatique. Et quand vous ingérez, vous récupérez donc de la data, vous devez les nettoyer, vous devez faire la fusion, faire du pré-processing, c'est-à-dire finalement séparer les vidéos d'un côté, les transparents de l'autre, les textes enfin, et ainsi de suite. Donc c'est un travail compliqué, laborieux, avec beaucoup d'enjeux, y compris légaux, parce que qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire.
Si les gens ont mis des bonnes licences partout pour dire, ben, bien entendu, mon matériel pédagogique, il est là pour être partagé, ben, c'est facile. S'ils l'ont pas mis, ben, il faut respecter le fait que les gens ont choisi de ne pas le licencier, donc de ne pas donner l'opportunité à d'autres de récupérer, et donc il ne faut pas prendre. Donc ça, c'est, on va dire, c'est du classique, il n'y a aucune IA là-dedans, ou presque. Vous arrivez ensuite à un deuxième étage qu'on a appelé multilinguisme, traitement sémantique, multimodalité. Donc là, le but, c'est de récupérer ces informations, donc c'est des supports numériques de tout type, et de pouvoir les analyser et de pouvoir extraire les textes. Alors, extraire un texte d'un document écrit dans un traitement texte, c'est presque facile. Déjà, pour un PDF, c'est beaucoup plus difficile, et pour une vidéo ou pour une audio, bah, c'est nécessairement compliqué. Donc, on veut essayer de sortir les textes des différents supports et ensuite de les analyser. Donc, quand je dis traitement sémantique, c'est d'essayer de trouver les mots-clés ou d'essayer de découvrir de quoi ça parle. Multimodalité veut dire que ce soit justement du texte, de la vidéo ou des images, on doit être capable de le faire dans tous ces cas-là. Et là, il y a quand même beaucoup d'IA. Alors, ce n'est pas une IA qu'on va voir en fin de parcours, ce n'est pas cette intelligence finale, mais c'est une IA qui est de se dire, bon, très bien, je suis tout simplement capable de lire et écrire. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Donc ça, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle du travail technique, parce que essentiellement, ce sont des outils qui existent et qui sont juste à améliorer. Et ensuite, on a des outils qui sont de la recherche, qui sont, est-ce qu'on est capable de, quelque part, de mesurer la qualité de ces ressources? Parce que le fait de pouvoir mettre en avant tel ou tel cours, si juste on se contente de mettre tout à plat, ça ne va pas aider. Et on peut se mettre à la place de gens où on a besoin d'avoir des filtres qui vont nous permettre de dire « Ah, ça, c'est un super cours ». Soit parce que le crowdsourcing nous l'a dit, soit parce qu'il y a d'autres mécanismes d'intelligence artificielle qui nous permettent de faire le pari que tel ou tel cours est intéressant et devrait être proposé ou devrait être suggéré. Et enfin, à droite, tout ce qui touche à la didactique et à la pédagogie, ça c'est l'objectif difficile, c'est-à-dire être capable finalement de réutiliser ce matériel pour pouvoir le proposer effectivement au bon moment. Et pour reprendre la discussion de tout à l'heure, peut-être que dans des pays qui ont énormément, qui ont beaucoup d'enseignants et pour lesquels le besoin va pas du tout être le même que dans d'autres pays sur lesquels vous n'avez juste pas les enseignants pour pouvoir proposer le matériel et donc il faut aider avec l'informatique. Le but du projet, c'est de proposer une plateforme ouverte avec plein de services ouverts, de ce qu'on appelle des API, donc des logiciels qui permettent effectivement d'échanger entre plateformes, des scripts. Et donc le but, c'est de permettre avec de l'IA de distribuer les ressources éducatives libres vers des utilisateurs dans un environnement d'apprentissage. Alors le côté fluide et ouvert c'est clair, on ne veut pas que les gens aient besoin de payer ou même de s'inscrire, sauf s'ils ont envie d'avoir de la personnalisation, et fluide parce que il faut que ça marche le plus vite possible. Et le projet s'appelle X5 pour dire multiplié par 5. Donc, il y a en fait 5 grandes contraintes. D'être cross-site, donc le but, c'est pas d'être sur un seul site. Cross-domain, donc pas simplement de faire des ressources pour les maths, par exemple. Cross-modal, donc pouvoir travailler sur les différentes modalités, donc des textes, des vidéos, des images, etc., etc. Cross-language, donc un des buts, c'est vraiment de sortir de cet univers dans lequel il y aurait une seule langue qui dominerait toutes les autres pour l'éducation, qui est un vrai risque, et donc de permettre des navigations entre des ressources des différentes langues. Alors, on peut se dire, c'est facile, il suffit de rester sur une seule langue, et donc chaque pays a sa langue, mais c'est aussi dommage parce qu'il y a un besoin, quelque part, de partager entre les langues des ressources. Et cross-cultural, parce que selon les pays, on n'apprend pas de la même manière, on n'a pas envie de regarder le même genre de choses, et donc c'est assez important que les technologies s'adaptent à la culture de chacun. Donc c'est un consortium avec une série de pays, dont on voit en position 5 l'Université de Nantes. Donc l'IA là-dedans, elle apparaît à plein d'endroits. Donc j'ai mis en bleu les endroits sur lesquels il y a réellement de l'IA. Donc les données vont être découvertes
récupérer avec ce qu'on appelle un crawler, qui est l'outil qu'on utilise pour aller récupérer sur le web les datas, et donc collecter et organiser. Il va y avoir ensuite une phase de transcription, donc c'est celle qui va prendre la voix et qui va essayer de remplacer ça par du texte, puis traduction dans une dizaine de langues. Puis indexation, ça veut dire qu'il faut organiser ces cours de façon à pouvoir les retrouver en fonction du contenu. Et construction de modèles riches, donc c'est là où on va essayer d'extraire des informations sur à la fois les mots-clés, les concepts, des choses comme ça. Et enfin, une fois qu'on a ces modèles riches, on peut les utiliser, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour, avec l'aide d'un moteur de recherche ou d'un système de recommandation, pouvoir trouver, découvrir de nouveaux cours ou des cours qu'on ne connaissait pas. On a des mesures un petit peu plus bizarres, comme la difficulté d'un cours, voire la qualité d'un cours, qu'on est capable d'essayer de faire. Et enfin, si on décide, et le si est important, si on décide de rajouter des éléments de connaissance sur l'utilisateur, à ce moment-là, on peut faire de la personnalisation. Et si on fait de la personnalisation, on peut par exemple lui proposer un parcours d'apprentissage adapté à son profil, à ce qu'il sait déjà, à sa façon d'apprendre, et ainsi de suite. Donc, la plateforme, elle existe. Je vais probablement juste à la fin faire une petite démonstration, mais je montre à quoi ça va ressembler. Donc, c'est une plateforme qui permet à tout moment de taper des mots-clés, de se voir proposer des cours. Là, on a différents cours. Et dès le début, d'avoir en haut un bouton qui dit « Est-ce que vous voulez comprendre où est l'IA ?» Parce qu'on sent que l'IA doit être transparente, c'est-à-dire que derrière, c'est troublant, cette IA qui remplace d'une certaine façon certaines de nos activités. Et donc, à tout moment, il y a la possibilité d'interroger pour bien comprendre quelle est l'IA et quel est le rôle de l'IA dans la recommandation ou dans l'opération qui nous est proposée. Donc voilà, ça c'est un projet. Donc le projet, il a commencé en 2017, il s'achève en août 2020. C'est ce qu'on appelle un projet Horizon 2020, donc les projets européens. Et puis, on livre, on va dire, dans les semaines à venir, une plateforme qui s'appelle x5learn.org et qui est ouverte et qui a aussi le soutien de l'UNESCO parce que, comme je l'ai dit avant, il y a des enjeux qui vont un petit peu au-delà de celles des pays européens qui sont derrière le projet. Bastien, s'il y a une question ou deux, je peux prendre. Ça, c'était la partie courte. Non, pas pour le moment. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Après, peut-être que tu peux préciser aussi la différence, par exemple, qu'il peut y avoir avec... parce que là, on parle de solutions techniques, d'un projet qui est en train d'être monté. On parle de l'IA exploitée pour aller chercher ces infos-là. Donc, il y a à la fois de l'IA dans le montage pour aller chercher ces données, on l'a compris, pour pouvoir les trier, les faire remonter, pouvoir faire de la préconisation. Il y avait des questions aussi un petit peu dans le chat par rapport à la différence qu'il peut y avoir avec l'adaptative learning, à partir de quel moment l'IA est plus juste un outil pour aller chercher ces données, mais qu'elle peut justement commencer à proposer des nouvelles choses ou agencer ces ressources, ces données qu'on est allé chercher. Ok. Je crois que je vais y répondre justement dans cette troisième et qui sera sans doute la dernière partie, parce que sinon ça va traîner. Et je vais répondre un petit peu à ça. Donc, la question, c'était sur les... Enfin, la question... on sent qu'il y a deux IA. D'accord ? Il y a une IA qui est l'IA pas intéressante, celle qui est cachée derrière, et qui est l'IA qui finalement enrichit les datas. D'accord ? C'est-à-dire, on récupère des datas, on enrichit, et on ne fait rien d'intéressant, on fait pas grand... Enfin, il n'y a rien d'intelligent tel que nous, on s'y attend. On s'attend à quelque chose de spectaculaire derrière, comme effectivement s'adapter à une personne ou à des choses comme ça. Et donc ensuite, il y a cette deuxième partie qui est l'IA qui fait des choses intelligentes. Alors comme je crois que tu m'avais demandé de parler plutôt de IA et de data, je vais surtout parler de cette deuxième, enfin de la partie data. Mais c'est dire que les deux sont nécessaires. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des choses intelligentes du genre adaptive learning, sans avoir auparavant fait un travail absolument colossal sur les datas elles-mêmes. Voilà, c'était un peu ça l'idée.
Donc, juste dire que les données en question, les data, il y en a de deux types. Il y a les data ressources, on en a parlé, c'est les cours, et les data usages. Les data usages, c'est les données usages qui sont typiquement des données utilisateurs, savoir ce qu'à un instant donné un utilisateur a fait. Mais c'est aussi éventuellement juste des data usages, c'est-à-dire savoir quelles sont les ressources qui ont été prises en compte sans que je sache exactement qui l'a fait. D'accord ? Mais il y a deux choses que je peux regarder. Donc, les ressources elles-mêmes, et examiner les ressources et les usages pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, comment les data sont obtenus, on l'a dit tout à l'heure, c'est du crawling, ensuite du formatage de données, extraire les textes, wikifier. Wikifier, c'est faire de l'extraction sémantique et ensuite stocker les résultats. Étape. Je vais décrire juste toutes les petites étapes les unes après les autres qui permettent de passer de données brutes à des données riches et donc des données sur lesquelles on peut justement commencer à se poser des questions intelligentes du type de celles que tu mentionnais. Donc, première étape, c'est la transcription. On a dit le signal va devenir du texte. Aujourd'hui, les systèmes sont capables de faire des word error rate de l'ordre de 8%. Alors, word error rate, c'est les taux d'erreur par mot. Donc, on se trompe dans 8% des cas sur les mots. 8%, ça peut sembler beaucoup, sauf que nous, notre raie humaine, elle n'est pas en train de faire beaucoup mieux. On rectifie parce que même quand on rate un mot, le contexte nous permet quelque part de nous en sortir. Mais donc aujourd'hui, les systèmes de transcription automatique, de speech, ce qu'on appelle, traitement de la parole, vont fonctionner extrêmement bien. Alors s'ils fonctionnent bien, c'est parce que quand on entend une séquence de sons, on est capable de les comparer à ce qu'on appelle un modèle de langage. Alors, modèle de langage, c'est peut-être un des mots importants à retenir sur un talk sur l'IA, c'est le mot modèle. Donc, les modèles, ils existent dans toutes les sciences. Et là, s'il y a autour de la table des gens qui sont en physique, en bio ou en maths, mais le mot modèle, ils l'ont entendu énormément. Mais les modèles, c'est la base de notre informatique et c'est la base de l'intelligence artificielle. Vous avez une réalité, un monde, quelque chose que vous cherchez à décrire, et vous allez construire un modèle à partir de cette réalité. Donc la différence, c'est que l'outil informatique nous permet aujourd'hui de construire ce modèle par apprentissage automatique. Ça veut dire, finalement, la réalité est représentée par de la data, ou par des capteurs, ou par un accès à cette réalité. Et avec les algorithmes d'apprentissage, je vais construire un modèle qui est une espèce de représentation de la réalité, une représentation qui est axée sur un objectif qui est de répondre à des questions. Donc les questions que je vais me poser dans la tâche qui va m'intéresser. Donc par exemple, prenons un modèle de langue. Un modèle de langue, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir prédire. Je veux prédire le mot qui va être prononcé. Donc, si je commence à écrire un mot avec COM, j'ai envie de pouvoir compléter. Et donc, on va peut-être me donner comme réponse comme, complètement, compère, comédien, comique, etc., etc. Avec un petit chiffre qui sera peut-être la probabilité, qui risque d'être une fréquence. Et un petit chiffre qui peut changer si j'ai le droit de faire de la personnalisation. Parce que selon une personne ou une autre, ou un groupe de personnes ou un autre groupe de personnes, le calcul des fréquences ne se fait pas de la même manière, ce n'est pas les mêmes choses. Et donc c'est pour ça que si vous comparez avec une autre personne, vous vous rendrez compte que le système de complétion automatique sur le smartphone ne va pas nécessairement donner les mêmes recommandations, parce que ça va dépendre justement des mots que les gens vont utiliser. Donc un modèle de langage, c'est quelque chose qui est aujourd'hui capable de prendre des tonnes et des tonnes de phrases en français, et sans apprendre le français, est juste capable de faire de la prédiction, c'est-à-dire de mettre une probabilité sur le prochain mot. Donc voici la phrase jusqu'à maintenant, il est probable que le prochain mot soit celui-là. Ce qui, si je joins ça à de l'information sur le monde physique, sur le traitement du signal, pour savoir un petit peu quels sont les sons qui ont été donnés, nous permet effectivement de faire du décodage acoustique, d'arriver à un résultat et de savoir ce que la personne a dit. Deuxième étape, c'est la traduction. Donc on n'en est plus tout anglais. Donc les gens ont envie d'apprendre chacun dans sa langue. Donc il faut qu'on puisse faire de la traduction. Et là aussi, l'état de l'art a grandement changé. Il y a quelques années, on utilisait un système de traduction, ça nous faisait beaucoup rire. Aujourd'hui, sur des paires de langues raisonnables, on va dire, ou raisonnables sur lesquelles on a beaucoup de données, les traductions sont plutôt bonnes.
sont plutôt totalement différentes de celles qu'on pouvait y avoir il y a 5 ou 10 ans. Alors, quel est l'intérêt de ça? Ça nous permet effectivement de suivre un cours en anglais avec des sous-titres en français. Mais on n'est pas loin, dans 1 an ou 2, d'aller plus loin, d'être dans la situation dans laquelle vous êtes capable de faire de la synthèse de la parole. Donc, plutôt que de faire le sous-titre en français, vous aurez une voix en français qui dira le texte en français sur la vidéo du prof américain qui est en train de faire son cours. Et encore plus bluffant, c'est que là aussi, par apprentissage automatique, on peut apprendre le timbre de la voix d'une personne pour que ce soit justement en utilisant le même timbre de voix, et donc que ce soit finalement la voix de la personne, qui va faire la synthèse de la parole. Et donc on va réentendre ce professeur américain qui va être en train de faire son cours en français, alors qu'en fait, il ne sait absolument pas le français. Donc ça, c'est des technologies qui sont en train d'arriver et qui montrent qu'il y a, alors c'est un petit peu inquiétant quand même, qui montre qu'il y a une espèce de globalisation. Et donc on pourrait se dire, mais attention, là c'est la fin de la francophonie, là où la fin si finalement des endroits où il y a beaucoup plus d'argent pour créer des ressources éducatives vont arriver avec des ressources éducatives possiblement de qualité et qui seront en train d'arriver en langue française, est-ce que c'est pas un problème? Donc la réponse, oui, c'est un problème. C'est bien pour ça qu'on a intérêt à nous, de notre côté, faire attention. Alors on a quand même des exemples avant nous. Hein. Le cinéma américain est très fort, mais ça n'a pas empêché, même quand il y a du doublage, que le cinéma français a pu tout à fait se défendre et qu'il y a d'excellents films français qui sont produits chaque année. Voilà, donc ça c'est la globalisation de l'enseignement est en train de se produire avec Internet, donc c'est une réalité, on ne va pas y couper, on ne va pas seulement dire « oh, c'est pas possible », simplement être alerte sur le fait que ça nous convainc qu'il faut travailler dans cette direction-là, créer des très bons cours en français pour que justement on puisse avoir nos propres cours en train d'être traduits avec nos propres voix en anglais. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous avez donc vos traductions, vous avez vos transcriptions, donc vous avez des textes. Et là, il faut savoir de quoi ils parlent, ces textes. Alors, pour savoir de quoi ils parlent, ces textes, ce qu'on fait, c'est on va extraire les mots importants. Donc, extraire les mots importants, c'est quoi un mot important? Un mot important, c'est un mot qui est fréquent, mais qui est fréquent que dans ce cours-là. Alors, le mot « le », par exemple, est un mot fréquent, mais il est fréquent dans tous les cours ou dans tous les textes, donc ce n'est pas un mot important. Par contre, la ressource éducative libre, je l'ai prononcée plusieurs fois aujourd'hui, donc c'est un mot fréquent par rapport à cette vidéo, et qui a l'avantage de ne pas être fréquent dans d'autres contextes. Donc c'est ça qu'on va essayer de découvrir. Là aussi, ce sont des algorithmes de comptage qui nous permettent d'obtenir cette information-là. Donc on trouve les mots-clés, et donc ça va être des mots-clés qui vont finalement définir un texte. Ce sont le genre de mots qu'on va utiliser ensuite dans un moteur de recherche, par exemple. Alors, on a d'autres éléments qu'on peut utiliser. Il y a un outil qu'on aime bien qui s'appelle le Wikifier. Alors, le Wikifier, il va essayer d'associer à un texte des termes de Wikipédia. Donc, il y a là aussi des recherches de caractères, de mots qui sont dans les contextes des pages Wikipédia et qui vont être associés à des parties de texte, et ça peut donner plutôt des bons résultats. Je vais faire une petite démonstration du Wikifier, si vous me permettez. Il faut que je bascule sur... attendez, il faut que je bascule sur ça, j'espère. Non, pas du tout. Ça. Voilà. Donc voilà le Wikifier. Donc c'est juste un outil typiquement d'intelligence artificielle où je rentre un texte. Donc ça c'est un texte que j'ai préparé, que j'ai mis en français. Lui il est capable de détecter une centaine de langues. Une fois que j'ai mis mon texte, alors j'aurais pu juste envoyer un fichier. Je fais soumettre et il va y avoir une annotation pour me dire voici les termes dans le texte qui sont des termes pour lesquels on va trouver des pages Wikipédia qui sont utiles. Et donc une page Wikipédia, ça correspond à un concept. Et quelque part, en faisant ce genre de travail-là, je suis capable d'associer à un texte les concepts importants qui sont dans le texte. Et une fois que j'ai des concepts importants, je peux manipuler ce texte pour pouvoir en faire des choses plus intéressantes.
Je rebascule, si je sais faire, tac, Teams, dans Escape. Ouais, j'ai plus ça. Donc, extraction de concept. Alors, qu'est-ce qui est derrière ça? Donc, qu'est-ce qui est derrière cette idée-là? C'est que je suis passé d'une situation dans laquelle j'avais des textes, donc de la langue, et ces textes qui sont de la langue, j'ai extrait des choses de ces textes, soit par des mots-clés, soit par des concepts, et c'est avec des scores. Hein. Il y avait des 0,62, des petits chiffres, je vais compter combien de fois, donc il y a des scores partout. Il faut que tu remettes ton slide. J'ai pas le slide? Non. Je croyais. Mais je suis allé sur Teams et Teams ne me laissait pas le faire. Attends. Le problème, c'est que Teams me dit... Alors, arrêtez le partage, partager. Il faut que je fasse comme ça, c'est ça? Parfait. Ah, c'est bon? Ok. Donc ça c'est peut-être la deuxième idée. C'est donc de dire, je suis parti de textes, et ces textes, ce que j'ai essayé de faire, c'est de prendre mes textes et d'en faire des vecteurs. Donc des vecteurs, ces objets mathématiques, où finalement j'ai autant de positions que de dimensions dans l'espace, et dans chacune de ces positions, je compte quelque chose. Alors tout à l'heure, je savais ce que je comptais. En première position, j'étais en train de compter la longueur moyenne des mots, ou la longueur moyenne des phrases en deuxième position, et ainsi de suite. Ici, ce que je suis en train de faire, c'est associer un vecteur qui va être en train de compter l'importance des mots-clés, ou compter l'importance des concepts. Et une fois que j'ai des vecteurs, ce qui est intéressant, c'est que je peux commencer à comparer, non pas les textes, parce que ça c'est horriblement compliqué de comparer des textes, mais je peux comparer les vecteurs. Donc, je peux prendre le vecteur d'un cours, je peux prendre le vecteur d'un autre cours, et je peux les comparer comme on compare deux objets mathématiques, c'est-à-dire je regarde des points dans un espace, et je regarde la distance, par exemple la distance euclidienne. En fait, on va prendre une autre distance que celle-là, mais je vais prendre la distance entre ces points, et me dire, très bien, si deux cours parlent un peu de la même chose, ça veut dire qu'ils ont les mêmes concepts, ou à peu près les mêmes concepts, qu'ils ont à peu près les mêmes mots-clés, et donc, quelque part, la distance entre les deux vecteurs qui correspondent, elle doit être petite. Si au contraire, ils parlent de trucs très très différents, les vecteurs vont eux-mêmes être très différents. Et donc, c'est exactement ça qu'on essaye de faire. On essaye de prendre et de faire des projections, donc de prendre nos objets, qui sont dans ce cas-ci des cours, et étape par étape, de les emmener vers une espèce de numérisation, d'en faire des vecteurs numériques, pour pouvoir les comparer et pour pouvoir parler de choses comme de proximité. Donc les mots ici qui sont importants, c'est les mots syntaxiquement et sémantiquement. Donc syntaxiquement, ça veut dire quoi? La syntaxe, c'est de dire je sais calculer mathématiquement une distance entre des vecteurs. Et sémantiquement, c'est que je suis en train d'espérer que cette égalité syntaxique, le fait que deux trucs sont très proches l'un de l'autre, on va espérer que ça corresponde à peu près à l'égalité sémantique, c'est-à-dire dire ces deux trucs-là, ils fonctionnent un petit peu de la même façon. Bon, et là, je suis embêté parce que je me rends compte que le temps a passé, comme ce qui était prévu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait conclure un peu derrière ça. C'est-à-dire, je vais conclure à un moment où ce que je viens d'exprimer, c'est que on a été capable d'extraire tout le jus du citron, c'est-à-dire de prendre nos cours qui sont des cours et d'en faire des vecteurs. Et une fois que j'ai des vecteurs, je sais écrire des algorithmes, écrire des programmes qui vont répondre à des questions comme est-ce que celui-ci est proche de celui-là? Est-ce que celui-ci va venir avant celui-là? Et si mes vecteurs ils expriment des propriétés comme la difficulté ou comme la qualité, je peux aussi mesurer sur les vecteurs eux-mêmes ces difficultés et ces qualités. Et donc en conclusion, c'est un projet qui a à peu près abouti, c'est-à-dire qui, quelque part, aujourd'hui, est capable de laisser à des gens accéder, trouver des informations, utiliser un moteur de recherche, utiliser un moteur de recommandation.
Et comme je le disais, il y a deux types d'IA. Il y a cette IA qui est cachée, qui est l'IA sur les data, qui est une IA de... Alors, bas niveau veut juste dire, elle est directement en train de porter sur les données. Et puis ensuite, il y a cette IA de haut niveau qui va être l'IA qui va porter plutôt sur les comportements et sur les usages. Alors, cette IA de plus haut niveau, j'en ai un peu moins parlé parce que je me suis laissé convaincre que c'était une bonne idée de parler des données. Et Bastien, si ça te va, je crois que j'arrête là-dessus. Et je prends des questions. Oui, parfait. Donc, si vous avez des questions, tu peux recouper ton micro. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant dans le chat. C'est le moment, si vous avez des choses à préciser. Donc, effectivement, l'objectif, c'était qu'on vous présente là, qu'on vous parle vraiment d'un projet de recherche concret et avec cette approche sur les données. Donc, par rapport à ceux qui étaient présents la semaine dernière ou qui ont fait le MOOC, par exemple, ClassCode, c'était pas forcément de vous dire que l'IA propose, même si elle le fait, des choses qui vont révolutionner l'éducation, etc., et de vous vendre directement ce qu'elle produit, mais de la manière dont c'était construit et de toutes les difficultés qu'on rencontre avant, justement, dans le traitement, l'analyse des données. On remet effectivement l'importance sur les données et surtout de se rendre compte que très vite, on va les transformer en autre chose. Là, si vous avez suivi la manière dont on traite justement ces ressources, c'est qu'on va se retrouver rapidement à passer des vidéos à des textes écrits, de ces textes écrits à une suite de mots, de cette suite de mots à des vecteurs, à des données projetées dans un plan et à ne plus gérer effectivement que des points dans un graphe. Et c'est ce passage-là qui est important de comprendre, c'est que on glisse très vite par rapport à la représentation qu'on a des objets avec lesquels on travaille à des représentations différentes de ces données. Donc c'était un petit peu ça qu'on voulait vous montrer à travers ce projet. Alors, j'ai une question de François. Donc, y a-t-il des principes de personnalisation et de recommandation? Donc, des personnes ayant des vecteurs d'apprenants proches qui ont réussi avec telle ou telle ressource, par exemple. Donc là, on reparle d'adaptative learning. D'accord. Donc, alors la personnalisation, ça pose plein de questions. Donc, la première question, c'est que effectivement, il faut de la data sur la personne ou sur les personnes pour pouvoir faire de l'adaptative learning. Donc, il faut que je sache comment les gens apprennent pour pouvoir ensuite récupérer une personne qui apprend et pouvoir lui proposer quelque chose adapté à cette personne-là. Et ça, c'est vachement dur. Alors, c'est vachement dur parce que c'est dur techniquement, mais c'est aussi dur parce qu'on est en train de toucher très vite à la vie privée. Et on est en train de toucher à la vie privée des gens et assez logiquement, le RGPD est arrivé par là et a sonné un peu le glas de solutions dites de personnalisation. Donc, c'est compliqué. Par exemple, est-ce que quelque part, j'ai le droit de traquer les gens? Est-ce que j'ai le droit de voir des gens qui sont en train d'essayer d'apprendre et de les suivre de site à site? Le RGPD m'empêche de récupérer des informations sur les gens. Donc, alors, je reprends. Donc, je suis sur un site web. Et sur ce site web, ou de l'Université de Nantes, par exemple, sur lequel mes étudiants vont utiliser le site pour apprendre. Donc, au fur et à mesure qu'ils utilisent, ils sont en train d'interagir avec les cours. Et à ce moment-là, quand ils sont en train d'interagir avec les cours, ils sont en train de laisser des traces d'apprentissage. Ces traces d'apprentissage, tant qu'ils restent à l'intérieur de l'Université de Nantes, ça se passe à peu près correctement. Si ici, assez logiquement, sur un projet comme celui-là, on veut récupérer ces traces à l'extérieur, pourquoi? Parce que le but, c'est de permettre à des gens d'apprendre d'une plateforme à une autre, de commencer sur une plateforme, d'aller apprendre sur une autre, de revenir et de faire des choses comme ça. Mais à partir de ce moment-là, c'est très compliqué parce que effectivement, laisser sortir les données d'apprentissage sur les gens, c'est compliqué, ça se fait pas. Ça pose Même si on anonymise aujourd'hui, quand vous anonymisez, d'accord, vous êtes en train de... alors attendez, il y a deux problèmes. Donc le problème, c'est de réussir à convaincre... alors, je reprends. Dans les dessins qu'on avait vus avant,
pour que le système fonctionne, il faut que je demande à une université de me laisser utiliser les datas de ses étudiants, ou de ses élèves, ou des gens qui l'utilisent. Et donc déjà ça, l'université ou l'établissement n'a pas vraiment envie de nous laisser sortir ces informations, en plus de manière multinationale, d'un pays à un autre, parce que c'est un projet européen. Donc on a eu énormément de difficultés avec ça. Donc alors que chaque individu soit prêt à partager son information, on le voit avec les réseaux sociaux, c'est à peu près clair. Mais qu'une institution ne laisse pas sortir des informations sur ses utilisateurs, bah, c'est effectivement ce qui est en train de se passer. C'est pas totalement déraisonnable. Donc c'est très très compliqué de personnaliser. Faut trouver un modèle dans lequel l'information est en train de rester à l'intérieur de l'établissement, et donc de faire tourner par contre des logiciels externes à l'intérieur, sur une plateforme à l'intérieur de l'établissement. On n'a pas réussi à résoudre ce problème-là pour l'instant. Le texte RGPD est venu, c'est pas le texte, je suis d'accord. Le texte RGPD est venu ici rappeler aux gens ce qu'on pouvait ou on ne pouvait pas faire, et ça a entraîné quand même comme effet que les gens ont eu un réflexe de verrouillage encore plus fort. Et si vous avez des pistes, bien sûr qu'on prend. Donc nous, les pistes qu'on est en train de suivre, pour dire qu'on en suit, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'établissements sont en train d'utiliser des plateformes de type Moodle. Et donc, on peut s'appuyer sur les plateformes Moodle pour pouvoir à la fois récupérer des informations d'usage sans nécessairement savoir de qui ça vient. Donc, juste le fait qu'il se passe des activités et que ces activités-là nous donnent quand même des fréquences statistiques qui sont utiles pour pouvoir faire des calculs. Et par contre, à l'intérieur du Moodle lui-même, il y a la possibilité de faire de la personnalisation, mais ça reste à l'intérieur de l'établissement. Donc, c'est cette démarche-là qui est en train d'être suivie. Et c'est effectivement les oppositions qu'il y a aujourd'hui entre les données, on en a, hein, quel que soit le niveau pour les enseignants. Vous avez des notes, vous avez des contenus, vous avez des exercices, vous avez un suivi qui est fin des étudiants. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire de ces données-là, jusqu'où on peut aller, quelle est la limitation du droit de l'institution, du respect des RGPD, du respect aussi des étudiants. Donc ça, effectivement, c'est exactement ce qui est en réflexion aujourd'hui sur l'utilisation de ces technologies. On voit bien l'intérêt que ça a de pouvoir personnaliser les contenus. C'est même pas tant, encore une fois, remplacer l'enseignant dans le choix ou l'organisation de ses ressources, hein. C'est pouvoir prendre des choses qui seraient même pas visibles ou faisables par un enseignant, parce que justement, vous pouvez pas prendre toutes ces données-là et les tracer entièrement. Si on prend des exemples plus simples, par exemple, sur des projets d'accompagnement diagnostic de la dysgraphie dans les écoles, si vous travaillez sur tablette et que vous avez vos 30 élèves ou 40 élèves dans la classe qui travaillent sur tablette et que vous enregistrez tous les données de tracé pour savoir quelle lettre va être tracée dans le mauvais sens, vous allez pouvoir le faire de manière automatisée, alors que ce serait impossible à faire dans la réalité. Donc là, on a des exemples concrets qui peuvent être donnés comme ça, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ces données-là? Comment on les organise et comment on peut les utiliser? Et là, effectivement, on est complètement dans cette phase de réflexion du jusqu'où on peut aller et avec quels outils, et surtout, est-ce qu'on comprend ces outils-là? Parce que même aujourd'hui, des enseignants vont utiliser aussi des solutions propriétaires ou d'éditeurs, par exemple, pour faire des exercices, qui vont classer les résultats, qui vont fournir justement des résultats en fonction des exercices qui sont réalisés. Et il y a de l'IA derrière qui va justement analyser tout ça, qui va pouvoir faire de la projection. Mais si l'enseignant ne comprend pas ce que fait le logiciel, est-ce que ça a aussi un sens? Ok, je prends la question de Stéphanie Bourrasso sur l'uniformisation. Oui, la globalisation, elle pourrait conduire vers ça. En fait, il y a
il y a des vraies questions. C'est-à-dire que, par exemple, on nous demande vraiment de mesurer la qualité. La réponse, la raison, elle est que aujourd'hui, par exemple, les éditeurs font ce travail de filtrage, ou sont supposés faire ce travail de filtrage. Donc, les informations qui arrivent sur les bureaux, qui sont les livres édités, sont justement supposés être passés par des comités éditoriaux et que c'est ça que la qualité a eu lieu. Donc, il faut trouver des moyens de faire un petit peu ça. Mais il y a un risque en faisant ça, c'est effectivement de trouver des mécanismes d'évaluation de la qualité qui peuvent conduire uniquement à recommander des ressources qui viendraient des 2-3 meilleures universités américaines, par exemple, ou en France de une ou deux grandes écoles. Et donc ça poserait un problème, parce que tout l'écosystème serait mis en danger. Donc il faut trouver effectivement des mécanismes qui permettent à la fois effectivement d'être capable de recommander des choses qui sont très bien, mais aussi de donner sa chance à des ressources ou à des cours qui seraient plus amateurs, ou en tout cas qui viendraient pas nécessairement du même label, ne serait-ce que pour que le système fonctionne. Et donc ça pose aussi la question sur le suivi dans le temps, parce que une mesure de la qualité qui serait juste basée sur la réputation pourrait entraîner une vétusté de la connaissance. Donc tout ça, c'est des vraies bonnes questions. Bon, très bien. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on est dans les temps. Une petite dernière. Je te laisse prendre celle de François pour conclure. Ah, Non, c'était moi, j'avais pas mon micro. Non, je venais de ok. récupérer la question. Mais c'est de dire que le but n'est pas de dire qu'on peut faire mieux que l'enseignant. Le but, c'est de dire qu'il y a quelques besoins qui sont différents. Les besoins sont de réussir à organiser la connaissance au sens de rendre un peu plus de fluidité et de nous permettre de la trouver. Est-ce que c'est de la documentation? Pas seulement. Ensuite, il y a des besoins d'auto-apprentissage. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'apprendre par eux-mêmes. Ces jours-ci, en mode confinement, c'est arrivé. Il y a des gens qui se sont dit, tiens, je vais en profiter pour apprendre. Comment je fais? Donc, trouver des moyens d'aider les gens à auto-apprendre sans nécessairement s'inscrire dans un cours qui existe, ça doit pouvoir se faire. Et puis, il y a le reste du monde. Aujourd'hui, il y a par exemple des ressources éducatives et des cours en ligne sur d'autres continents qui résolvent des problèmes extrêmement, on va dire, basiques. Ça va depuis de la maçonnerie jusqu'à apprendre à devenir coiffeur. J'ai vu des MOOC, entre guillemets, qui sont absolument géniaux là-dessus. Donc les besoins sont quand même différents ailleurs. Voilà, je coupe là. Ok, bah, je pense qu'on va pouvoir clôturer sur cette question vu qu'on est dans les temps. Merci encore, Colin. Tu pourras peut-être donner du coup le lien pour tester la plateforme Xingon, peut-être dans le chat directement, et puis on mettra les documents aussi à disposition pour ceux qui veulent retrouver la présentation et puis les exemples qui ont été donnés. Donc du coup, Stéphanie étant en ligne, je vais clôturer ce webinaire. Donc l'objectif pour nous, c'était de vous donner voilà, quelques petits exemples et puis des formules assez différentes voilà, de ce que peut représenter l'IA. Donc pour ceux qui étaient présents la semaine dernière, j'espère que le gap technique n'a pas été trop important, mais c'était de vous donner voilà, quelques idées générales et aujourd'hui de vous plonger un petit peu dedans avec des exemples vraiment concrets qui posent problème, qui sont des sujets de recherche, qui cherchent à amener des solutions aussi dans des secteurs autres, comme les ressources éducatives libres, comme l'accès à la connaissance. C'est aussi questions qu'on se pose et qui sont complètement d'actualité, effectivement, comme on l'a rappelé, avec l'adaptation des cours et de l'accès au contenu aujourd'hui. Donc voilà, donc on essaiera de continuer un petit peu sur cette ligne-là, et puis la semaine prochaine, vraisemblablement le 20, du coup, moi je vous proposerai un contenu qui sera
la prolongation de ce dont on a parlé la semaine dernière, notamment sur les biais. Donc on parlera un petit peu plus des enjeux éthiques, on reparlera des enjeux pour l'éducation, mais aussi surtout pour les citoyens et les citoyennes. On parlera un peu aussi du sexisme des algorithmes, voilà, de tous les biais qu'on peut rencontrer. Donc on reviendra à des choses un petit peu plus générales sur lesquelles on pourra échanger ensemble, mais qui semblaient importantes la dernière fois. Donc on essaiera de creuser un petit peu plus la question. Donc en attendant, je vous remercie encore une fois toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Encore merci à Colin, et puis je vous dis à la prochaine fois. Merci, au revoir. Au revoir.